Mesdames et messieurs, nous recevons maintenant en audition publique M. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, à qui je souhaite la bienvenue. Monsieur le préfet, ne faites plus attention au nom qui était là, parce que Alexandre Freschki, qui est président de cette commission, a dû nous quitter, et j'étais assis tranquillement ici quand on m'a demandé de le suppléer. Donc voilà, Fabien Goudfard, on s'est croisés à différentes occasions, député de l'Eure. Monsieur le secrétaire général, le 22 juillet dernier, au tout début de ses travaux, notre mission d'information entendait le directeur de la protection et de la sécurité de l'État, monsieur Nicolas Demestre, qui vous représentait et qui vous accompagne aujourd'hui. Vous participiez pour votre part à un conseil de défense convoqué en urgence. Monsieur Demestre nous avait alors présenté en détail le chantier qu'ouvrait le SGDSN sur l'élaboration d'une stratégie de résilience nationale à la demande du Premier ministre. Il avait notamment indiqué les 5 axes autour desquels vous souhaitiez articuler votre réflexion: la diffusion d'une culture de l'anticipation, la diffusion de la culture du risque, la refonte de la planification, le renforcement des liens qui unissent les citoyens, la coordination avec l'Union européenne et nos alliés. Alors que notre mission d'information entre dans la phase de conclusion de ces travaux, vous vous apprêtez, je crois, à remettre au Premier ministre un rapport d'étape dans la perspective d'un achèvement dans le courant du mois de mars 2022. Nous serons donc très heureux de vous entendre sur le travail que vous avez accompli et sur l'état de votre réflexion à ce stade. Il ne fait nul doute que nous aurons de très nombreuses questions à vous poser, avec mon collègue rapporteur présent à ma droite. Nous espérons en effet que le travail parlementaire que nous réalisons depuis 5 mois permettra d'enrichir les analyses de l'exécutif et d'apporter des propositions constructives. Réciproquement, il nous est indispensable, pour être assuré de faire vraiment œuvre utile, de connaître les ressorts de votre propre démarche et de bénéficier de l'expertise qui est la vôtre. Je vous propose de commencer, si vous le souhaitez, par une intervention d'une vingtaine de minutes. Nous poursuivrons ensuite les échanges sous la forme de questions-réponses. Je vous en prie, le micro est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. En effet, pardon encore pour avoir manqué la réunion du 22 juillet, mais c'était vraiment une réunion urgente et impromptue. Depuis cette date, où en sommes-nous? On a évidemment continué à mettre en œuvre le mandat que le Premier ministre nous avait donné le 16 juin, et donc nous pilotons ce travail qui a pour objet de mieux préparer la France au choc futur, de travailler en cohérence, vous l'avez dit, avec nos partenaires européens à la définition du concept de résilience dans le contexte international, sachant que le mot de résilience et le contexte devient de plus en plus repris, évoqué et travaillé à différents niveaux. Nous sommes pour l'instant dans les temps pour livrer à l'échéance de mi-mars 2022 le document interministériel de référence qui posera les enjeux et les objectifs de la stratégie nationale de résilience autour des 5 axes que vous avez rappelés, avec une série d'actions et de sous-actions qui définira des ministères menants et des ministères concurrents, et avec une série de fiches mesures pour la réalisation de ces actions, incluant des indicateurs proposés par les ministères, et qui d'ailleurs pour certains existent déjà, avec une synthèse interministérielle. Et on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur des exemples de fiches sur lesquelles nous sommes en train de travailler. On a bien travaillé avec l'ensemble des ministères et à tout niveau. Pas seulement les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, qui, si je puis dire, sont nos interlocuteurs habituels et avec qui nous sommes abonnés, mais on a aussi bien travaillé avec les administrations centrales qui sont opérationnels et qui sont en charge de différents points ou de différents secteurs. Et nous avons aussi travaillé assez directement avec les cabinets qui ont été tenus informés par leurs hauts fonctionnaires, et moi-même en liaison avec les directeurs de cabinet, on a pu faire passer un certain nombre d'éléments. On a évidemment travaillé dans un cadre donc décloisonné. On a pris en compte un certain nombre d'éléments, y compris naturellement la protection du secret, parce que sur les risques auxquels nous sommes confrontés, et il y a quelques États ou quelques organisations qui pourraient être intéressés à nous nuire et à tirer parti des faiblesses que nous aurions pu évoquer. Donc nous sommes évidemment très prudents sur ce genre de sujet. Ça nous a amené à identifier une vingtaine d'objectifs déclinés en une soixantaine d'actions, et
comme vous l'avez rappelé, on continue à travailler sur les notions d'amélioration de la préparation à la gestion de crise. Nous tirons les conséquences et les conclusions de ce que nous avons vécu et que d'ailleurs ce que nous continuons à vivre depuis maintenant presque 2 ans. Le développement d'une culture de l'anticipation et du risque. Dans ce domaine-là, nous faisons à la fois du travail conceptuel, mais nous avons mis en place avec l'ensemble des ministères des travaux de réflexion d'anticipation sur des crises potentielles qui peuvent se produire en matière internationale, mais en matière nationale, que ce soit sur de l'énergie, sur de l'eau, sur un conflit international qui se produirait, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir, non seulement sur le plan militaire et diplomatique, mais aussi sur le plan économique pour notre pays et sur le plan même en termes d'ordre public par rapport aux communautés qui pourraient être originaires des États belligérants dans ce domaine. Nous travaillons bien sûr sur la planification et la continuité d'activité et chaque ministère est en train de reprendre son plan de continuité d'activité pour tenir compte de ce qu'il a vécu ces 20 derniers mois pour l'améliorer. Nous sommes engagés dans les actions de formation des acteurs de la crise et je vais y revenir. La constitution de relève, ça c'est un point aussi qui nous est apparu indispensable. Il y a le sujet communication dans un contexte d'incertitude et communication, et j'allais presque dire contre-communication par rapport à la désinformation qui est devenue un élément majeur aujourd'hui dans la gestion des crises et dans l'articulation des crises par certains de nos adversaires. Et puis enfin, il y a bien sûr le sujet de la gouvernance de crise. Tous ces travaux, pour l'instant, ont été travaillés en interne à l'administration. Ils vont avoir vocation à être partagés, débattus, complétés ou amendés avec les collectivités territoriales, bien sûr sur la base aussi des travaux que la représentation nationale vous êtes en train de conduire, pour que nous puissions avoir une vision complète de l'ensemble des maillons qui forment la nation. Nous travaillerons aussi avec les opérateurs d'importance vitale du secteur public ou du secteur privé, dont le rôle est majeur aussi pour la continuité d'activité du pays. Et nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir à la notion d'opérateur d'importance vitale ou à son extension. On a vu sur la crise que nous avons vécue que la grande distribution a eu un rôle majeur, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de fourniture de produits de première nécessité ou en termes de produits sanitaires. Et donc il nous paraît important de tirer les conclusions de tout ce que nous avons pu faire avec eux et donc essayer de le systématiser ou de le mettre en système. Et puis, avec nos services opérationnels, l'ANSSI, Viginum, l'opérateur des services d'information et de communication gouvernementaux, nous avons pris également en compte un certain nombre d'actions au regard de nos attributions et de nos compétences transverses. Ça nous amènera à rendre au gouvernement un état initial du niveau de résilience de l'État, qui va nous permettre d'identifier les marges de progrès et de définir une feuille de route qui sera collégialement arbitrée et soutenable. Et donc c'est un travail approfondi qui, à partir de là, va être engagé avec toutes les parties prenantes pour pouvoir progresser. Donc les parties prenantes, j'entends l'État, les opérateurs d'importance vitale, de services essentiels, les collectivités territoriales et bien sûr les citoyens, et là aussi je vais y revenir. Notre objectif, c'est de démontrer que l'État peut être stratège et qu'il est capable de sortir des logiques de silos institutionnels et des logiques de silos internes à l'État, et c'est peut-être encore le plus difficile à obtenir dans ce genre de circonstances. Il valorisera et il montrera qu'il ne conçoit pas seul les politiques publiques. L'action publique en matière de résilience, c'est ce qu'on appelle un continuum entre les collectivités locales, les acteurs de la société civile, la participation citoyenne et l'État. On a prévu dans l'ensemble de nos fiches et de nos travaux de prévoir des indicateurs d'impact. D'abord pour voir un peu comment nous évoluons et puis aussi pour mettre un peu la pression sur l'ensemble des acteurs et pour nous assurer que ceux-ci se fixent bien des objectifs et qu'ils sont en état de pouvoir les atteindre. On les partagera évidemment avec l'ensemble des ministères. Ça nous permettra aussi de pouvoir vous rendre compte plus efficacement et plus concrètement des actions qui ont été menées, des progrès qui ont été accomplis et des insuffisances qui commencent à être réglées ou celles qui restent encore à régler.
Je ne peux pas vous donner évidemment à ce stade l'état détaillé du contenu actuel, puisqu'il faut que je le fasse valider par le Premier ministre. Mais évidemment, dès que ceci aura été fait, je pourrai vous faire passer l'ensemble des éléments correspondants. Néanmoins, il y a quelques grandes tendances sur lesquelles je souhaite pouvoir revenir. Pour nous, la résilience individuelle, c'est-à-dire de chaque citoyen, est centrale. Et je commencerai par là parce qu'en fait, c'est la clé de tout. La deuxième édition du baromètre des territoires, qui avait été publiée par l'Institut Montaigne, indiquait qu'après les crises récentes, dont celle de la Covid, les Français évaluaient positivement leur vie personnelle. En revanche, dès qu'on s'éloignait de la sphère personnelle et locale, les Français devenaient très pessimistes et étaient plutôt malheureux et hésitants sur ce que cela pouvait donner pour la suite. Et on se rendait bien compte qu'en fait, autant les Français globalement avaient réussi à encaisser dans leur intimité familiale et territoriale le choc des confinements, des couvre-feux, des mesures de freinage, enfin, jusqu'à présent. Et cette résilience à ce sujet de nos concitoyens peut être considérée comme exemplaire. Mais c'est un état d'esprit qu'il nous faut, j'allais dire, cultiver, qu'il nous faut renforcer et pour lequel il nous faut sans doute trouver davantage d'outils et d'instruments pour le futur. Ça passe par l'information, ça passe par des dispositifs pratiques. La formation, c'est expliquer ce que nous faisons, ce que nous organisons, expliquer les menaces auxquelles nous pouvons être confrontés, la manière dont nous pouvons y faire face et le rôle que peut avoir chaque citoyen pour y faire face. Il y a ainsi l'idée de kit individuel de résilience, c'est-à-dire que plutôt que tout le monde se précipite à la première inquiétude dans les grands magasins pour chercher curieusement du papier toilette, ce qui pour une pandémie pulmonaire était un peu étonnant, mais bon, pourquoi ne pas constituer un kit de denrées, de produits essentiels chez soi qui permettrait, d'éviter des ruptures, de pouvoir contribuer à rassurer la population sur l'ensemble des circonstances. Et de fait, ça existe chez plusieurs de nos partenaires européens. L'Allemagne, la Finlande, la Suisse, par exemple, ont un dispositif, y compris mis en place en liaison avec la grande distribution. Il y a aussi des pratiques de défense civile qui sont en vigueur dans les pays scandinaves et qui permettent également d'être travaillées. Sachant que nous, de notre côté, nous avons aussi les comités communaux de prévention en France qui sont assez efficaces, qui contribuent à cette résilience des citoyens et qui, lorsque on a été confronté à des crises intérieures, des feux de forêt, des inondations, ont montré, sous l'autorité du maire et en associant l'ensemble des citoyens, leur capacité à faire face à telle ou telle situation. Donc, sous cet angle-là, nous avons d'ores et déjà une certaine expérience, une certaine capacité à mobiliser l'ensemble de nos concitoyens. Et peut-être que le dispositif du service national universel pourra aussi être repris à un moment ou à un autre pour compléter et aménager cet élément-là au service de l'ensemble de la population. Il y a aussi le plan d'action Tous résilients face aux risques du ministère de la Transition écologique, qui est pour nous une référence dans le cadre des travaux interministériels en cours. Il faudra voir ce que ça donne dans la pratique, mais c'est un sujet qui permet de sensibiliser la population, de lui permettre de faire face aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels. Et au-delà de tout le travail qu'on peut avoir dans les départements, en préfecture, pour, à travers les comités locaux d'information, faire en sorte que chacun puisse se préparer à une crise lorsqu'il est à côté d'une installation industrielle, ou lorsqu'il est à proximité d'une zone inondable ou d'une zone de feu de forêt. Il y a sans doute tout un travail, là encore, d'explication, d'information, de sensibilisation qui peut être renforcé. Et donc, à travers cette résilience au niveau de l'individu, c'est un réarmement moral et psychologique, ou un armement moral et psychologique de la population qu'on doit essayer de construire, de développer dans la durée. Ça, c'est le premier échelon. Ensuite, il y a évidemment le rôle que peut avoir l'État dans ce domaine en termes de transversalité des administrations centrales. Nicolas Demestre, vous l'avez rappelé quand il avait planché devant vous, on a une quinzaine de plans, 1000 pages, 1500 mesures, ça fait un peu péplum. Et de fait, c'est à la fois stratifié, et donc il faut arriver à trouver les bonnes feuilles, les feuilles récentes. Et deuxièmement, c'est très sectorisé. Et donc ça veut dire qu'en fonction de l'évolution de la crise, on va être obligé de chercher tel type de plan ou de constater que tel type de plan est obsolète ou en tout cas ne marche pas avec l'autre.
Et donc, il faut que, face à une crise qui touche tout le territoire national, qui va avoir une portée interdomaine et donc qui va avoir des conséquences, comme nous l'avons vécu, sur l'ensemble de la vie du pays, qui en plus va durer longtemps, encore plus longtemps d'ailleurs qu'on ne pouvait l'imaginer encore il y a un an, il faut qu'on arrive à pouvoir tenir compte de tous ces aspects-là. Et je pourrais même rajouter d'autres chocs que nous n'avons pas connus, mais qui peuvent se produire. Nous connaissons une crise sanitaire, on pourrait très bien coller dessus, si je puis dire, une crise cyber, puisque la menace existe assez fortement. On pourrait même coller dessus une crise internationale de géopolitique qui aboutisse à ce qu'un certain nombre des approvisionnements que nous essayons d'avoir, que ce soit en matière de besoins de la vie quotidienne, mais aussi en matière industrielle, soient interrompus. Et donc, par rapport à tout cela, la planification doit être revue fondamentalement pour tenir compte d'une alternance compétition, contestation, affrontement qui est possiblement aujourd'hui dans l'ordre international quelque chose qui peut se produire. On n'arrivera pas, évidemment, à travers la planification, à tout décrire. Et ça n'est pas notre objectif. On n'est pas là pour faire du roman d'anticipation en refaisant du Barjavel au XXIe siècle. Tout notre objectif, c'est de regarder à travers une planification dont on ne peut se passer, comment on peut s'organiser et se coordonner pour faire face à une panoplie de risques potentiels, pour pouvoir bâtir des scénarios, proposer un catalogue de mesures, définir des concepts d'opération, organiser des exercices qui vont être l'occasion de s'entraîner au travail en commun, qui vont être aussi l'occasion de construire et maîtriser des réflexes, parfois aussi de vérifier les caractères et donc de s'assurer que quelqu'un qui est supposé être le chef d'une cellule de crise a la capacité de diriger, et ce n'est pas parfois le moindre des enseignements, et ça permet aussi de développer la cohésion des équipes qui en sont chargées et qui, au moment de la crise, seront en charge à côté de leur ministre ou de leur directeur de cabinet. Et donc nous avons toute une série de travaux qui ont été lancés sur la refonte de la planification interministérielle de sécurité nationale, je pourrais le développer, sur le développement des capacités d'anticipation, sur la diffusion de la culture de risque avec les exercices de gestion de crise qui seront rénovés, sur la gouvernance de la gestion de crise, sur l'optimisation de la coordination avec nos partenaires et avec nos alliés, et puis sur l'implication des citoyens de façon à faire corps ensemble face à telle ou telle crise. La formation à la gestion de crise des cadres dirigeants et des membres de cabinet ministériels, dans ce cadre, est essentielle. Donc nous avons mis en place cet automne, avec la mission des cadres dirigeants de l'État, avec le futur INSP, avec l'Institut des études du ministère de l'Intérieur, un projet pédagogique sur mesure. Et dès le mois de janvier, j'irai plancher devant la nouvelle INSP pour expliquer comment nous concevons l'action qui peut venir et quel sera le rôle des futurs administrateurs de l'État dans une crise. Il s'agit pour nous de leur donner les clés indispensables à la gestion performante des crises dès le début, dès leur prise de fonction, pour qu'ils puissent être utilisables, opérationnels, le premier moment venu. Il s'agit aussi de faire en sorte que pour les membres des cabinets ministériels qui arriveront au mois de mai, nous puissions aussi avoir la capacité à les informer, à les former et à leur permettre de réagir dès les premières semaines à une crise potentielle qui peut leur tomber dessus alors qu'ils ne sont pas encore très amarinés à la situation. Donc nous allons proposer au prochain Premier ministre, enfin au Premier ministre qui arrivera après les élections présidentielles, de pouvoir lancer très rapidement une séance de formation pour que l'ensemble des cadres ministériels puissent être en état de réagir. On va aussi travailler sur la question des relèves de personnel. Ça fait 20 mois qu'il y a des cellules de crise qui fonctionnent dans les différents ministères. Hier, nous voyions encore les secrétaires généraux des ministères et on leur disait « mais organisez-vous avec des relèves ». Et ils nous disaient « on a du mal parce que tout le monde est sur le pont ». Et je leur demandais « tout le monde est sur le pont dans le service qui s'occupe de la crise, mais est-ce que vous avez la possibilité de chercher dans d'autres directions, dans d'autres administrations du ministère, des gens qui, au-delà de leur mission habituelle et de l'affectation qui est la leur, puissent être formés à la gestion de crise et à la réaction de crise au profit de l'ensemble du ministère et qui puissent fonctionner
au service de l'ensemble du ministère, voire le cas échéant au service d'autres administrations, d'autres ministères, pour pouvoir prêter main forte et pour pouvoir prêter leur concours. Et dans ce domaine-là, il faut impérativement que nous puissions travailler tous les ministères concernés, que nous puissions faire travailler toutes les inspections générales des services qui, nonobstant le fait qu'à un moment ou un autre, elles devront inspecter. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément être jugé parti. Il n'en demeure pas moins que tout le monde n'inspecte pas toujours et qu'à la limite, quelqu'un qui a participé à une crise un jour peut être mieux formé pour ensuite en contrôler une autre le lendemain. Donc nous allons travailler sur ce sujet. Nous allons même travailler avec les grands corps en proposant aux grands corps, Conseil d'État, Cour des comptes, de pouvoir travailler dans ce même domaine pour fournir des relèves de personnel et pour pouvoir avancer avec nous. Et puis on aura les sujets de communication et de contre-communication. Ce qui nous frappe dans la gestion de crise, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit nationale, c'est l'ampleur comprise sur les réseaux sociaux, les actions de réaction, de formation, d'information. Quand il s'agit du débat national, nous n'avons évidemment rien à dire sur ce sujet. Ça fait partie de la vie publique et de la vie politique et c'est extrêmement précieux. Lorsque ces actions de formation, d'information ou de réaction sont alimentées par des États étrangers ou des organisations étrangères qui visent à déstabiliser le pays, à répandre des fausses nouvelles ou à faire monter en exergue par des bots ou des trolls des fausses informations ou des informations manipulées pour qu'elles deviennent déstabilisatrices, là, ça commence à nous poser un problème. Et je vous avais parlé en juillet du service Viginium, du service national placé à mes côtés de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Le décret qui lui permet de fonctionner avec un fichier va passer demain au journal officiel. Il a été approuvé par le Conseil d'État la semaine dernière avec une note d'ailleurs expliquant qu'il était utile et conforme aux exigences constitutionnelles. Donc nous allons pouvoir disposer ainsi d'un service qui maintenant sur le plan juridique est bordé, que nous sommes en train de armer avec un socle technique, des dispositifs techniques et avec des effectifs que nous sommes en train de recruter pour qu'ils soient pleinement opérationnels, notamment en début d'année prochaine à l'approche des élections présidentielles. Et donc sur ce travail de gestion de la menace informationnelle à partir de menaces étrangères sur ce sujet, nous avons un gros travail à faire. Nous avons sans doute aussi un gros travail d'information, de conviction à faire sur ce sujet pour avoir une réponse sur ce qu'on appelle aujourd'hui une partie de menace hybride, mais qui entre bien en ligne de compte dans l'ensemble du dispositif. Donc au niveau de l'État, c'est ainsi un continuum temps de paix, crise majeure, avec ou sans menace hybride, que nous sommes en train d'imaginer en essayant d'éviter tous les angles morts et en essayant d'organiser une continuité opérationnelle et j'allais presque dire intellectuellement entre les fonctionnaires, entre la vie normale et la capacité à pouvoir rapidement monter en puissance pour faire face à une crise à partir du moment où elle se produit. J'ai parlé du citoyen, j'ai parlé de l'État. Évidemment, il y a les partenaires de l'État et au premier chef les collectivités territoriales. Et donc le très 1. Une des faiblesses, vous l'avez vu lors du début de la crise Covid, c'est qu'on a d'abord considéré que c'était une crise qui se gérait au niveau de l'administration centrale et que les ministères en charge allaient, j'allais dire royalement, faire descendre la bonne nouvelle, les instructions, les mesures et résoudre la crise à partir d'orientations venues de Paris. On s'est assez vite rendu compte que ça n'allait pas marcher et que ça n'allait en tout cas pas marcher comme ça. D'où un travail beaucoup plus important d'articulation avec les préfectures, avec les agences régionales de santé, avec les directions départementales interministérielles, qui a été mis en place pour mieux alimenter l'État central, tout simplement pour qu'ils nous disent « vous êtes en train de faire des bêtises », ou tout simplement pour nous dire « la mesure que vous avez prise n'est pas applicable », ou en tout cas elle ne correspond pas à l'état du terrain. Et donc, c'est une forme d'humilité qu'il a fallu prendre en compte pour l'État central.
Mais les préfectures, les DDI, les ARS n'ont de sens pour faire passer ces messages qu'à partir du moment où elles travaillent au quotidien avec les maires, les présidents de conseils départementaux, les présidents de conseils régionaux et leurs administrations et leurs élus pour pouvoir faire face à la situation et pour pouvoir trouver des solutions. Et la crise, de fait, s'est beaucoup mieux passée à partir du moment où il y a eu ce dialogue constant entre les collectivités locales, les représentants de l'État sur le terrain et l'administration centrale pour mettre en place les dispositifs qui s'imposaient et pour laisser aussi sur le terrain suffisamment de marge de manœuvre en décentralisation, en déconcentration, pour mettre en œuvre les mesures, les appliquer, parce qu'effectivement, on n'applique pas une mesure nationale de la même manière à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Carpentras, à Rouperou-le-Coquet ou à Douillet-le-Joli, qu'en région parisienne. Ce sont des communes qui existent. Les Sartois s'y retrouveront. Parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même manière de concevoir les choses. Et en l'occurrence, donc, le binôme maire-préfet a montré toute sa force. Et ça illustre bien la nécessité d'ancrer l'action publique sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble des acteurs. Cette complémentarité, elle se nourrit aussi d'une planification qui doit être adaptée sur le terrain. Alors, je me méfie de la multiplication des plans. Et si je devais vous faire la liste des plans qui existent au niveau communal, au niveau départemental, des différents comités qui sont en train d'être mis en place, un, je n'arriverai pas à tous vous les citer. Deux, j'aurais un certain regret de la multiplication de la comitologie qui peut exister dans ce domaine. Il n'en demeure pas moins que ce type de plan et de planification qui, si je puis dire, amène les élus locaux à travailler avec les agents de l'État pour réfléchir à la manière dont une crise peut se passer sur le terrain, compte tenu de la géographie du terrain, compte tenu de la démographie du terrain, compte tenu des liaisons qui peuvent exister avec la ville plus importante, me paraît quelque chose d'absolument majeur. Et donc cette planification territoriale, il faut aussi que nous puissions la mettre en œuvre et la développer de façon à pouvoir correctement avancer. Il faudra aussi qu'on travaille mieux avec les services des armées et avec les délégués militaires départementaux parce que l'organisation territoriale interarmée de défense a un rôle à jouer. Entendons-nous, il ne s'agit pas de faire en sorte que le ministère des Armées sorte de ses missions premières. Mais lorsqu'il y a des régiments avec des moyens qui existent sur le terrain, il faut pouvoir mieux organiser encore cette coopération et cette collaboration entre les uns et les autres pour venir s'entraider. Et puis il y a un dernier acteur sur lequel je souhaite insister, c'est les compagnies d'assurance. Elles sont sur le terrain partout, en principe. Elles ont en tout cas une expertise de la prévention des risques, des demandes de protection de la population, et elles savent aussi mobiliser les moyens de réparation et de soutien quand les risques se concrétisent. Et donc l'État a intérêt à travailler davantage encore avec les compagnies d'assurance. Et je pense que les compagnies d'assurance devraient aussi avoir un peu plus d'incitation pour mieux travailler encore avec les acteurs publics sur le terrain, pour qu'elles accomplissent mieux leur mission et qu'elles respectent mieux le contrat qu'elles ont passé, que ce soit avec l'État, que ce soit avec les particuliers, que ce soit avec les collectivités locales. Donc c'est une culture de interministériel, intersectoriel, intercollectivité, interservice qu'il faut que nous arrivions à faire passer à travers cette notion de résilience nationale et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Je ne voudrais pas être trop long parce que vous m'avez laissé 20 minutes et je vois que l'heure tourne. Je veux simplement insister aussi sur la stratégie au niveau international sur laquelle nous sommes aussi en train de travailler. On a des coopérations bilatérales qui sont lancées. On en a animé et réanimé avec les États-Unis. On en a avec le Royaume-Uni, même si ces temps-ci c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Nous en avons avec l'Allemagne. Nous en avons avec l'Italie. Et au-delà même des coopérations transfrontalières qui peuvent exister, nous avons véritablement des coopérations qui se nouent sur le plan bilatéral avec les uns et les autres et parfois même au-delà du côté immédiatement transfrontalier. Il y a bien sûr le cadre européen. La présidence slovène avait porté un groupe de travail résilience que la présidence française de l'Union européenne va reprendre à son compte à partir du mois de janvier. Et donc, nous allons travailler, et nous travaillons d'ores et déjà en étroite coordination avec les services européens, de la Commission et également du Parlement européen,
pour travailler à la conception de la directive résilience des entités critiques, avec un article 3 d'ailleurs qui impose aux États de travailler sur la résilience d'une dizaine de secteurs d'activité considérés comme vitaux ou essentiels, l'énergie, les eaux potable, eau usée, la santé, les transports, mais aussi la banque et les marchés financiers, mais aussi les infrastructures numériques et l'espace, puisque de plus en plus l'espace est un vecteur de communication et de télécommunication, et puis enfin, bien sûr, les administrations. Il y a aussi une autre directive qui travaille sur les sujets de résilience face aux attaques cyber. Donc dans tous ces domaines, nous comptons bien l'année prochaine continuer à évoluer. On travaille aussi en liaison avec l'OTAN. Au sommet de l'OTAN du 15 juin, il y avait une déclaration finale qui avait poussé sur les notions de résilience. Résilience sur le plan défense, protection des États. Évidemment, il n'est pas question que l'OTAN se substitue à l'Union européenne pour faire des choses en matière de résilience à l'intérieur de l'Europe. En revanche, avec des partenaires comme les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec d'autres, il faudra effectivement que nous puissions échanger et faire en sorte qu'il puisse y avoir une bonne complémentarité sur tous ces sujets. Donc tout ceci, voilà, nous amène à avoir un travail approfondi, constant avec l'ensemble des services de l'État, que nous commençons à préparer avec l'ensemble des collectivités territoriales et avec l'ensemble des partenaires extérieurs au sein de la France, mais également un travail avec l'ensemble des pays européens pour arriver à produire une stratégie nationale de résilience qui, encore une fois, parte du citoyen et qui permette de jouer cette éducation, cette pédagogie, cette participation et cette implication du citoyen à la protection de la sécurité nationale. Donc plus faire et pas seulement recevoir, mais il faudra aussi recevoir et faire en sorte que l'ensemble des services de l'État sortent de leur coquille pour mieux s'ouvrir sur l'interministériel et que l'ensemble de l'État puisse mieux s'ouvrir avec l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir fonctionner mieux. Voilà où nous en sommes actuellement, qui devrait nous permettre, d'ici une dizaine de jours maximum, de pouvoir rendre notre copie, un début de copie au Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour cet exposé très, très clair. Moi, j'aurais une question et tout de suite, dans le pratico-pratique, vous m'excuserez, c'est pas la technique de l'entonnoir, mais on reprendra de la hauteur avec notre rapporteur, j'en suis sûr. Parce que, en plus, ça fait le lien avec vos dernières conclusions sur la stratégie nationale de résilience qui partent du citoyen. Et ma question porte sur la communication à la population. Une petite anecdote, la dernière fois que j'ai été aux États-Unis, c'était avant le Covid, et j'étais là encore tranquillement assis à l'aéroport dans un avion pour retourner sur Paris. Et il y a une très très forte tempête qui nous tombe dessus, avec un orage extrêmement fort. Et je me rappelle, j'étais dans la 380. En plus, vous savez, il y a des caméras partout vers l'extérieur, donc c'était assez impressionnant. On était sur le tarmac et on attendait de décoller. Et moi, citoyen français, et uniquement français, sur mon téléphone, j'ai reçu un SMS des autorités américaines qui était une alerte flooding, vous savez, donc alerte inondation, etc. Et je me suis étonné, en fait, de cette chose-là, qui peut peut-être vous paraître tout simple, mais parce que je n'étais, à ma connaissance, pas enregistré, enfin, mon numéro de téléphone sur aucun système américain. Et donc ma question est toute simple. Est-ce qu'en France, nous avons la capacité de faire la même chose si c'est le cas, comment ça fonctionne? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est dans le cadre de vos réflexions? Parce qu'un jour, il serait intéressant d'informer toute la population d'une zone en leur demandant de rester chez eux, etc., etc. Merci. Alors, ça commence à exister. Dans un certain... D'abord, ça existe vis-à-vis des maires. C'est-à-dire que lorsque nous avons des alertes orange ou rouge en matière météorologique, la préfecture dispose d'un accord avec les principaux opérateurs qui couvrent l'ensemble du territoire pour pouvoir faire passer aux maires et aux responsables administratifs dans les collectivités locales l'information pour que ceux-ci puissent la relayer vers l'ensemble de leurs concitoyens.
Et donc, ce dispositif-là commence à se mettre en œuvre et fonctionne d'une certaine manière mieux que ce qui pouvait être fait, ou du mail qui est lu, malheureusement, le lendemain matin à l'ouverture, alors que tout est déjà ça inondé. Implique, monsieur le préfet, que le numéro a été préenregistré. Et ça implique effectivement que le numéro a été préenregistré, parce que la deuxième partie que vous évoquez, c'est-à-dire la capacité pour un opérateur de transmettre systématiquement sur tous les numéros qui existent sur une zone, quelle que soit l'abonné, pour l'instant n'existe pas et pose un certain nombre de problèmes juridiques, qui est la capacité pour une administration de pouvoir accéder et envoyer des messages à toutes les personnes, y compris celles qui n'ont pas demandé, sur un secteur géographique. Cela dit, sur le plan technique, c'est possible. C'est parfaitement possible, il suffit simplement de faire passer ces éléments-là. Donc ça fait partie aussi des points sur lesquels nous sommes en train de réfléchir pour regarder comment on pourrait arriver à ce résultat. Entendu peut-être avec une modification réglementaire ou législative. Il faudrait sans doute une modification réglementaire, voire législative, compte tenu des lois qui existent chez nous et qui permettent aux personnes de garder le secret de leur numéro tant qu'ils ne l'ont pas donné. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors là, c'est presque l'ancien patron d'un opérateur télécom qui parle, mais c'est ce qu'on appelle le cell broadcasting, ou la diffusion cellulaire en bon français, donc qui consiste à envoyer un message non pas à une liste de personnes, mais aux personnes qui se situent sur une zone. Et de mémoire, le ministre Gérald Darmanin avait fait cette annonce lors de l'incident Lubrizol, que le système serait déployé et effectif au second semestre 2021, donc on y est, et donc normalement dans les prochains mois on devrait pouvoir avoir un tel système qui d'ailleurs je crois par ailleurs est demandé par une directive européenne, et donc effectivement c'est un des points sur lequel je crois que notre pays a pris un peu de retard et qui maintenant enfin avance, enfin en tout cas a été lancé je crois suite à Lubrizol en 2020. En tout cas, monsieur le secrétaire général, très heureux de vous revoir dans le cadre de cette mission résilience. Vous savez qu'on avait lancé cette idée de mission résilience au printemps, que le Premier ministre a tout de suite été extrêmement réactive en vous missionnant en parallèle au SGDSN pour travailler sur la résilience. Et je trouve tout à fait positif, on va dire, d'avancer ainsi en parallèle tout en respectant la séparation des pouvoirs et de pouvoir partager ainsi nos travaux respectifs. Et vous avez déjà répondu par avance à bon nombre de nos questions. Votre intervention a été extrêmement complète. Et moi, ma première question aurait été de manière un peu générale, mais vous avez répondu en partie. Est-ce que finalement, dans un pays où on a une tradition d'un État fort, l'État est prêt à assumer qu'il n'est pas toujours en mesure de faire face seul à l'ensemble de situations? C'est bien entendu, répondre à cette question, c'est une parole politique, le fait de dire l'État ne peut pas tout, mais c'est également une évolution culturelle, j'allais dire, de tous les serviteurs de l'État, et notamment de l'État central. Et j'ai presque eu ma réponse quand vous indiquez dans vos propos que les citoyens ne seront plus uniquement considérés comme des personnes sur qui on produit des effets, mais comme potentiellement des éléments de résolution du conflit. Quand vous parlez de réarmement moral et psychologique de la population, je trouve qu'il y a là une avancée extrêmement significative par rapport à la culture qui pouvait être la nôtre il y a encore quelques années. Quand vous parlez de kit de denrées essentielles, effectivement, comme le propose le ministère allemand de la sécurité civile, donc ça c'est la vision, j'allais dire, du SGDSN qui a travaillé vraiment sur ce sujet et qui est parfaitement au courant des menaces auxquelles nous pourrons être exposés. Mais est-ce que vous pensez que cette évolution culturelle est désormais bien ancrée, ou est-ce qu'il faudra encore un certain temps pour que, dans notre pays à la tradition de l'État fort, on puisse encore avancer dans ce sens-là? Il va falloir encore beaucoup de travail. Il va falloir encore beaucoup de travail. D'abord parce que l'État étant ce qu'il est, il est quand même encore très engoncé dans une culture de corps, de chapelle, etc. Et d'ailleurs, la réforme de la haute fonction publique qu'engage le président, c'est aussi pour essayer de casser ces chapelles, ces corporatismes qui peuvent exister au-delà des corps. Et donc, de ce point de vue-là, la possibilité pour un administrateur de l'État
de se promener, si je puis dire, de ministère en ministère pour essayer de lutter contre cet aspect-là et en même temps d'apporter son expérience partagée sur ces différents domaines, ça me paraît un point extrêmement important. Le deuxième obstacle que je vois à cet aspect-là, c'est le goût du français pour la norme et également la crainte juridictionnelle que comporte aujourd'hui toute décision ou toute non-prise de décision. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que pour un fonctionnaire d'autorité, ou même un fonctionnaire qui va être chargé, par exemple, de valider réglementairement les masques que nous sommes en train de porter. Laisser l'initiative aux gens et faire confiance aux gens en disant, puisque vous produisez un masque, vous allez le faire étanche. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, à la limite, des gens peuvent vous le reprocher à vous, entrepreneur. Le fonctionnaire considère que c'est à lui qu'on va le reprocher. Et donc, il a une tendance pour se protéger. Alors, je suis méchant en disant pour se protéger, disons pour jouer complètement le rôle qu'il pense devoir jouer au sein de l'État pour protéger tout ceci. À émettre des normes, parfois en émettre un peu plus que la réglementation européenne réclamerait, et puis à se couvrir, entre guillemets, face à une éventuelle poursuite sur ce qu'il aura autorisé ou pas. Et ça, je considère que c'est une faiblesse parce que ça infantilise le fonctionnaire. Parce que c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se ranger derrière une norme et de pouvoir dire « j'ai accompli les diligences nécessaires », telles que les définit le code pénal. Et deuxièmement, ça infantilise le citoyen, parce que le fonctionnaire va répondre aux gens « non, la norme l'interdit et donc vous êtes obligé d'attendre ». Et ça nous fait perdre, en temps de crise, un temps précieux, ça nous fait perdre un pouvoir de décision qui est absolument précieux, et ça aboutit effectivement à faire du citoyen un consommateur qui, entre les dispositifs institutionnels, organisationnels et l'application et le respect des normes, va faire qu'on ne lui fait pas confiance pour simplement se protéger, assurer sa sécurité. On ne fait pas confiance à un chef d'entreprise pour produire une protection qui va véritablement jouer son rôle. Et je pense que c'est un des gros obstacles que nous allons avoir dans les années à venir, à pouvoir faire changer cette culture et à se rapprocher de la culture, j'allais dire, américaine qui peut exister sur ce sujet, qui certes a des conséquences en matière de recherche de responsabilité pour les entreprises, mais en tout état de cause, qui amène les uns et les autres à amener chacun à jouer son rôle, le fonctionnaire, l'entrepreneur, mais aussi le citoyen, qui chacun vont ensemble et avec la même vision essayer de trouver une solution sans essayer de se protéger ou de dire c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Donc ça, c'est un vrai obstacle. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors, merci beaucoup à la fois pour l'ambition affichée et pour l'humilité dans la mise en œuvre, parce que voilà, je pense qu'il faut qu'on partage bien tout ça. Alors, effectivement, la crainte juridique, ça faisait partie d'un des sujets que je voulais aborder plus tard, mais comme vous abordez le sujet maintenant, je voulais l'aborder puisque, au travers des différentes auditions, par exemple, Agnès Pannier-Runacher nous a dit, lors d'une audition publique, qu'en tant que ministre, elle avait parfois dû prendre des décisions qui devait, j'allais dire, de passer au-dessus d'une réglementation parce que le devoir, on va dire, la conduisait ainsi. Et puis on remarque aussi que dans la crise sanitaire, des responsables politiques, on va dire, sont l'objet de poursuites également. Donc effectivement, ça pose la question, non pas parce qu'ils ont commis une faute, mais parce que parfois, ils n'ont pas imaginé telle ou telle situation. Et donc j'aimerais savoir la manière dont comment on peut finalement dépasser ce principe de précaution exacerbée d'une certaine manière. Est-ce que c'est uniquement culturel? Est-ce qu'on peut, selon vous, imaginer un dispositif juridique pour donner davantage de pouvoir de discernement, y compris en le limitant dans le temps et dans l'espace, parce qu'on observe une situation de crise à un moment donné? Comment, selon vous, dépasser cet état de fait et ainsi se donner des moyens de réactivité supplémentaires pour faire face à des situations extrêmes? Alors, c'est compliqué.
On peut toujours modifier les lois et de fait, vous avez voté une loi Poisson il y a quelques années qui avait aménagé et modifié les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un maire ou d'un décideur pouvait être mise en cause par la population pour un oui ou pour un non. Et cette loi me paraît, à ce stade, j'allais dire, et là je parle plutôt en tant que praticien et en tant que préfet, me paraît plutôt équilibrée et je pense qu'il ne faudrait pas y toucher. Il ne faudrait pas y toucher à la fois sur le plan juridique et j'allais dire sur le plan démocratique parce qu'il ne faut pas non plus que nos concitoyens aient le sentiment que nous voulons nous déresponsabiliser. Être chef, c'est décider, et décider, c'est rendre des comptes. C'est rendre des comptes devant vous, c'est rendre des comptes devant la justice, et il faut que nous acceptions les uns et les autres de pouvoir jouer ce rôle-là. Donc c'est sur la transparence et la manière d'expliquer la manière dont les décisions peuvent être prises que nous devons essayer de corriger un peu l'état d'esprit qu'on peut avoir. C'est sur la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, sur la manière dont on peut essayer de travailler. C'est l'explication que nous devons pouvoir donner pour chacune de nos décisions. La ministre le disait très justement, entre le respect d'une norme qui interdit l'utilisation d'un masque parce qu'on n'est pas sûr qu'il couvre à 90% ou pas de masque du tout, la logique c'est plutôt d'autoriser le masque, même s'il ne fonctionne qu'à 50%, mais ça fait déjà 50% de plus que zéro. Et donc, il faut pouvoir accepter de prendre en compte ce genre de choses. Il faut pouvoir l'expliquer aux gens, quitte à dire qu'on n'en est pas trop sûr, mais au fur et à mesure, comme on est dans une situation d'urgence, on va corriger ces aspects-là. Donc, cette crainte de la mise en cause de la responsabilité des décideurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient fonctionnaires, encore une fois, je ne crois pas qu'il faille y toucher par la loi. Je pense qu'il faut la travailler lorsque l'on fait la formation des élus et la formation des fonctionnaires, pour les amener aussi à comprendre que puisqu'ils ont une responsabilité, il faut qu'ils l'utilisent avec discernement et intelligence. Et puis, encore une fois, il y a un énorme travail, et pour le coup, énorme travail de communication vers le grand public pour expliquer ce que nous faisons et comment nous prenons les décisions. Et c'est comme ça que progressivement, on arrivera un peu à corriger ces aspects. Le dernier élément, c'est que sans doute, on adore produire dans ce pays des normes. On adore produire des règlements, des instructions, des circulaires. Et là, c'est aussi la faute de l'État qui, après chaque incident, décide de refaire un plan ou de modifier le plan. C'est les strates que j'évoquais tout à l'heure, ou de mettre en œuvre tel ou tel dispositif ou autre. Je pense qu'il vaut mieux avoir un bon retour d'expérience, un bon retex qui regarde où ça a flanché et donc pouvoir ensuite en tirer et en faire partager les conclusions plutôt que de sortir immédiatement un corset supplémentaire qui va engager l'administration et qui lui permettra de résoudre efficacement, peut-être, la prochaine crise parfaitement identique à celle qui a donné lieu au rapport, mais la probabilité qu'il puisse y avoir deux crises identiques est quand même assez limitée sur notre territoire, donc il vaut mieux effectivement laisser plus de marge de manœuvre et plus de marge d'initiative aux gens. C'est le principe de subsidiarité, de déconcentration et de décentralisation, et ces trois-là sont quand même encore des vœux assez pieux qu'il faudrait pouvoir continuer à développer. Très bien, merci. Et puis, j'espère que dans le respect de la norme ou de la loi, il y a un certain discernement également de l'autorité administrative ou du juge dans son appréciation de ce qui a pu être fait. Et je peux vous témoigner, en tout cas sur mon territoire du Rhône, que l'autorité administrative, le préfet, a été assez conciliant dans, par exemple, les demandes qui étaient faites aux élus locaux d'appliquer quasiment des fois du jour au lendemain certaines directives en considérant qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais par contre, ça générait énormément d'inquiétude de la part des maires de recevoir une circulaire en disant dès demain, vous devez prendre telle ou telle disposition. Et donc, il a fallu, comme vous l'indiquiez, faire beaucoup de pédagogie pour leur dire que
l'autorité administrative serait compréhensive dans l'application des mesures demandées. Alors, concernant la résilience en tant que telle, pour sa définition, on se fonde sur le livre blanc de 2008, qui dit que la résilience, c'est la volonté ou la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression, d'une catastrophe majeure, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou tout le moins dans un mode socialement acceptable. Est-ce que vous considérez que cette définition est toujours à jour, sachant qu'on parle surtout de la capacité du pays, des pouvoirs publics, et donc finalement il n'y a pas encore cette dimension culturelle de l'association des citoyens qui est dans cette définition du livre blanc. Donc est-ce que selon vous, cette définition devrait faire ou non l'objet d'une mise à jour ? Juste pour finir sur notre précédent débat, je dirais que le mot discernement qui apparaît de plus en plus dans les circulaires est déjà un début de réponse ou de prise en compte au niveau central du problème qui peuvent être posés. La définition de la résilience, je pense qu'il faut l'améliorer en fonction des travaux que nous sommes en train de faire. Et je pense que dans la stratégie, on va se nourrir de vos travaux, de vos réflexions, de ce que nous sommes en train de vivre et de prendre en compte pour sans doute modifier la définition, tenir compte de ce que nous avons vécu, puisque en 2008, la définition de la résilience, c'était dans la quasi-totalité des cas, une crise acinétique courte et localisée sur le plan géographique. Donc c'était simple. Enfin relativement simple, mais en tout cas on savait faire. Là, on se trouve dans une situation où, compte tenu de ce que nous sommes en train de regarder en termes d'analyse de risques et de problèmes posés, il va falloir qu'on ait à la fois une définition plus large de la notion des menaces et des risques qui peuvent se produire, des désordres que cela peut engager, et incontestablement, il faut qu'on introduise davantage le citoyen dans la manière dont nous devons travailler avec lui pour y faire face. Très bien, merci. Si le président m'autorise, je continue les questions. Alors, vous avez parlé effectivement de vos travaux, et avant d'en venir au dur, pour bien comprendre où vous en êtes, si j'ai bien compris, vous allez parler de l'élaboration d'une stratégie de résilience nationale, et finalement, comment cette stratégie va s'articuler avec de futurs livres blancs de défense et de sécurité nationale. Est-ce que vous considérez que la résilience, c'est un sous-ensemble de la défense nationale, ou alors c'est un autre sujet? Et puis dans votre propos introductif, vous avez parlé de fiches actions sur lesquelles vous avez travaillé. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples des dites fiches actions? On n'est pas encore sur la rédaction du prochain livre blanc sur la sécurité nationale. Je pense qu'il faudra qu'on y vienne à un moment ou un autre. Je pense que la résilience en fait partie, mais n'est pas tout. Parce que tout dépend de la manière dont on va pouvoir prendre tel ou tel élément. Si je parle de défense nationale, il y a le fait de se retrouver emmené dans une situation conflictuelle, dans une situation d'opposition sur laquelle il va falloir que l'ensemble du pays se mette en position de faire face à cette crise. Et on sait bien, et on voit bien aujourd'hui, surtout avec la notion de retour à des conflits de haute intensité, que demain un conflit ne sera plus simplement une OPEX, ou en tout cas peut ne plus être simplement une OPEX. On peut avoir un conflit qui nécessite l'engagement sur une longue durée, sur un territoire, de moyens qui vont nécessiter que derrière, tout l'effort de guerre, si je puis dire, du pays se mette en marche pour pouvoir apporter son concours. Et donc, on ira bien au-delà, me semble-t-il, de cette évolution qui était celle sur les livres blancs de sécurité intérieure. Et donc, la résilience en fera partie, elle sera à l'arrivée le résultat. Et j'aurais presque tendance à dire par rapport à la définition qu'on avait tout à l'heure, que la résilience doit être de pouvoir revenir à l'état antérieur. J'aurais tendance à dire, et si possible, de l'améliorer et de faire mieux.
et donc d'être plus résistant face à une crise et peut-être d'être plus moderne, plus adapté et donc d'être meilleur encore, plus solide, plus cohérent, plus soudé pour pouvoir faire face à une crise qui se reproduirait dans ce domaine ou dans un autre. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur notre sujet. Pour le reste, sur les fiches sur lesquelles nous avons travaillé, il y a des fiches sur lesquelles nous avons travaillé, par exemple en matière de menaces cyber. On a des plans de continuité et de reprise informatique qui sont adaptés aux menaces cyber. Et donc, nous sommes en train de regarder les plans de continuité, les plans de reprise avec une doctrine, un corpus documentaire, la mise à jour de plans nationaux, un label pour identifier les prestataires de services qui pourraient agir, l'accompagnement des différentes cibles pour pouvoir les aider à revenir au niveau ex-ante, l'évaluation du niveau de maturité des secteurs d'activité face à ce type de menaces, puisqu'on sait très bien que certains sont assez faibles dans ce domaine. Il y a les sujets de participation à des exercices et donc l'organisation de ces exercices. Il y a la montée en compétence des acteurs à travers des actions de formation, d'information, d'échange. Et donc, c'est toute une série d'actions donc, qui pourraient ainsi être menées sur ce sujet. On a aussi une autre fiche sur laquelle nous travaillons qui est sur les sujets de logistique et de logistique interministérielle de crise, c'est-à-dire en fonction de la nature de la crise, et là on sera effectivement sur quelque chose qui sera, j'allais dire, en peigne, comment faire en sorte que les moyens dont on va avoir besoin pour assurer le fonctionnement du pays ou la réaction des services à la crise posée puissent arriver en temps utile, en quantité utile et en qualité utile. Et donc ça, c'est aussi le second type de fiche sur lequel nous travaillons avec les ressources internes et externes à mobiliser, ce qui existe dans le secteur public, ce qui existe dans le secteur privé, la manière dont on peut faire travailler les uns et les autres, ensemble, séparément, la manière dont on peut faire face à des difficultés de coordination chez les uns et les autres, etc., etc. Il y a la résilience des réseaux de communication de l'État sur lesquels nous sommes aussi en train de travailler, et puis il y en aura encore plein d'autres sur lesquels donc, nous sommes en train de réfléchir et de creuser. Et le cas échéant, Nicolas Demesse pourra encore vous donner un ou deux autres exemples, mais c'est exactement ce genre de choses sur lesquelles nous sommes en train de creuser pour justement pouvoir trouver des réponses. Et en matière de cyber, ça peut être une attaque contre les systèmes financiers, et on y travaille évidemment avec la Banque de France et les banques, et on a des groupes de travail sur ce sujet. Ça peut être des actions cyber contre des fournitures de services primaires comme l'eau ou l'énergie, ou les transports, et donc on y travaille aussi. Et de la même manière, en logistique, ça va de l'alimentation aux produits de santé, ou tout simplement au transport des personnes, ou au transport d'énergie. Très bien, merci. Alors, on voit bien l'étendue des travaux. Alors, sur le cadre institutionnel, petite précision. Donc, le SGDSN fait de la planification, notamment. Est-ce que c'est votre rôle de faire de l'anticipation stratégique, c'est-à-dire de prévoir les scénarios les plus durs? Je crois comprendre que oui, mais j'aimerais avoir la confirmation, parce qu'on en a parlé avec le CNRLT, qui nous disait que, notamment, il vous alimentait en renseignements, si j'ai bien compris, pour justement faire cette anticipation stratégique. J'ai compris également que la CIC Beauvau faisait la conduite des opérations sur le territoire national. Et deuxième question, est-ce qu'il existe un seuil de violence, par exemple, ou de crise, à partir duquel la gouvernance, le pilotage de la résolution de la crise bascule au ministère des Armées? Ou est-ce que la CIC Beauvau a vocation à gérer toujours les crises sur le territoire national, quel que soit leur seuil? Alors, sur les sujets anticipation, en principe, chaque ministère est supposé travailler sur l'anticipation. C'est le boulot de chaque ministère de le faire. Je vous avoue humblement que quand j'étais directeur de mécanisme du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner me l'a demandé 4 fois.
Et j'ai pas réussi à le faire parce que la première fois c'était juste avant la crise des Gilets jaunes, donc on a été voilà. La deuxième fois, on s'est retrouvé avec les manifestations sur la réforme des retraites, donc on a été pris encore dans le maelstrom. La troisième fois, c'était fin janvier et donc début février, on a commencé à voir l'histoire de la crise du Covid qui est arrivée. Et puis la dernière fois, c'était en mai 2020. Donc on n'y a pas réussi. Cela dit, lorsqu'il a créé l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, l'objectif c'était bien de remettre une structure de prospective et de réflexion sur les enjeux qui concernent le ministère de l'Intérieur sur la table pour réfléchir à ces actions d'anticipation. Et j'explique ce qui s'est passé pour l'intérieur, et je pense que ça va être la même chose dans la plupart des ministères. Il n'en demeure pas moins que c'est une ardente obligation, si je puis dire. La plus-value que peut avoir le SGDSN dans ce domaine, c'est qu'il fait de la coordination interministérielle et qu'il a un regard sur tout ce qui est défense et sécurité nationale. Et c'est tout l'intérêt du S dans sécurité nationale qui est revenu. Et donc lorsqu'il y a des sujets d'anticipation qui concernent différents ministères et qui peuvent amener ces différents ministères à travailler ensemble, nous avons effectivement un rôle de réflexion et d'anticipation à pouvoir jouer. Lorsque le Brexit a été décidé et que le calendrier de sa mise en œuvre a été mis en place, nous avons mis en œuvre au sein du SGDSN une structure qui était destinée à réfléchir, à anticiper sur ce qui se passerait à partir des différents plans qui avaient été menés par le préfet du Nord-Pas-de-Calais, enfin le préfet des Hauts-de-France, coordonnateurs, les autres préfets, les différents ministères, pour justement anticiper ce qui allait se passer si les frontières étaient embouteillées par des camions. Et donc on avait un aspect réflexion qui concernait non seulement bien sûr les sujets sécurité publique, les sujets migration, les sujets transport, mais les sujets bien-être animal, les sujets alimentaires, les sujets fourniture de produits d'urgence pour la Grande-Bretagne, et inversement la manière dont nous pouvions traiter tous ces aspects-là. Et donc cette structure a fait de l'anticipation pendant un certain temps, qui, Dieu merci, et jusqu'à ce jour n'a servi à rien, ou à pas grand-chose, mais en tout état de cause, nous avions réfléchi un peu sur cette structure d'anticipation que nous pouvions mettre en œuvre dans ce domaine. Sur la gestion de crise, la circulaire du 1er juillet 2019 du Premier ministre dispose qu'en matière de crise, vous avez le Premier ministre qui décide de mettre en œuvre une cellule interministérielle de crise, et donc elle est bien sous l'autorité du Premier ministre et au nom du Premier ministre mise en œuvre. Et le Premier ministre désigne le ministre qui va être menant. Lorsqu'il s'agit d'une crise internationale, c'est le ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'il s'agit d'une crise intérieure, en principe, c'est le ministre de l'Intérieur, mais ça n'est pas obligatoire et ça n'est pas constant. Et c'est pourquoi, au début de la crise sanitaire, le ministre de la Santé avait été désigné comme ministère menant, et qu'il avait mis en place sa chorus, sa CIC, si je puis dire, propre au ministère de la Santé, au sein de laquelle, progressivement, une task force interministérielle, c'est-à-dire une petite CIC, a été introduite. Et lorsque le confinement a été décidé le 15 mars, enfin le 16, le 17 mars, la CIC Beauvau s'est ouverte et a assuré la gestion interministérielle de tout ce qui était la gestion de crise. Or, la crise sous son angle international, c'est-à-dire notamment le rapatriement de nos compatriotes qui étaient coincés à l'étranger, et or, évidemment, les sujets sanitaires, puisque c'était toujours à la chorus à gérer les questions des approvisionnements en matériel de protection, les évacuations sanitaires, le fonctionnement des hôpitaux, etc. Donc, cette circulaire, elle continue à s'appliquer, elle est toujours en vigueur, et donc si effectivement, normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui assure cette CIC, il le fait pour le compte du Premier ministre,
Et il le fait en utilisant ses propres moyens et en faisant intervenir les moyens d'autres ministères. Est-ce qu'il faudra modifier ce dispositif et quelles leçons faudra-t-il tirer de la coordination entre les, pour le coup, 3 ministères qui ont eu des cellules de crise un peu globalisantes? Ce sera un des points qu'il nous faudra revoir une fois que l'ensemble de la crise aura été achevée, puisque aujourd'hui nous avons toujours un chorus qui suit les sujets sanitaires et un CIC installé à Beauvau, dirigé d'ailleurs non plus par un préfet, mais par un inspecteur des finances, et qui assure le bon fonctionnement de l'ensemble de l'interministérialité qui tourne autour de la crise. Ceci sous l'autorité du Premier ministre. J'allais dire le vrai patron de la cellule interministérielle de crise. Tout au long de cette crise, ça a été le directeur de cabinet du Premier ministre, qui pendant l'année 2020 et notamment pendant les 3 premiers mois, tous les jours réunissait ce qu'il appelait une CIC synthèse, dans laquelle les patrons de chacune des cellules venaient lui rendre compte des décisions qu'ils avaient pu prendre, des problèmes auxquels ils avaient confrontés, et lui faisait de la coordination interministérielle entre les 3 pour s'assurer que tout ça fonctionnait bien. Et aujourd'hui encore, le directeur de cabinet du Premier ministre, aujourd'hui ou hier, a présidé une CIC synthèse qui mettait en œuvre et en pratique l'ensemble des décisions qui avaient été prises dans le Conseil de défense sanitaire du matin, présidé par le président de la République. Et donc, c'est le Premier ministre qui, l'après-midi, à travers son directeur de cabinet, déclinait l'ensemble des mesures qui étaient mises en œuvre et les faisait mettre en œuvre à la fois par la Chorus et à la fois par le CIC. Très bien, merci. Alors, j'aimerais continuer maintenant sur les questions de gouvernance également, puisqu'effectivement, pour faire face à un incident majeur, il y a besoin d'avoir un chef. Et les auditions qu'on a menées nous ont plutôt rassurés là-dessus. Les acteurs privés nous ont dit on a trouvé dans chaque ministère des ministres qui se sont mobilisés, y compris des décisions rapides. Et on a apprécié finalement ce côté, la force de l'État et la capacité de l'État à se mobiliser. Il y a également l'importance de la préparation avant crise, bien entendu. Et quand on regarde les pays voisins, on constate que certains pays ont des ministères dédiés à la gestion de crise, aux situations d'urgence, les Italiens, les Russes. Et donc on s'est posé la question à ce sujet-là de la gouvernance ministérielle. Mais finalement, en se rappelant que la résilience était une question de défense nationale, on s'est remis à la bonne vieille ordonnance de 1959 qui définit la défense globale et finalement la mobilisation de chaque ministère dans l'enjeu de défense nationale. Pour autant, et à titre personnel, je pense que c'est plutôt un bon système pour assurer la cohérence du système. Parce que si on définissait un ministère chargé de la résilience, sans doute, il y aurait peut-être un effet de démobilisation des autres. Enfin, vous pourrez nous donner votre avis sur ce sujet-là. Pour autant, il me semble que cette approche de défense globale nécessite un portage, et notamment politique, permanent, pour rappeler les ministères à leurs responsabilités. Vous avez notamment dit, normalement, chaque ministère est censé faire de l'anticipation. Alors moi, je connais le CAPS au ministère des Affaires étrangères. On peut dire que c'est un peu de l'anticipation. Je connais la Red Team ou la DGRIS au sein du ministère des Armées. Je ne suis pas sûr que le niveau d'anticipation sur l'ensemble des ministères est vraiment à la hauteur de nos enjeux de défense nationale. Enfin, je me pose des questions. En tout cas, est-ce que, par exemple, le ministère de l'Agriculture réfléchit à la possibilité d'alimenter en tout temps, en tout lieu, dans des situations extrêmes, l'ensemble des Français? Est-ce que le ministère de la Santé est bien sensibilisé à ces sujets? Sachant que moi, par exemple, les pharmaciens sur mon territoire me disent nous, la CPM, ne nous finance les masques qu'on doit donner aux citoyens qui viennent en pharmacie qu'à hauteur de des masques, du niveau des prix des masques chinois. Donc la CPM est dans un objectif de rationalisation de la dépense publique et n'a pas forcément, et je ne refais pas le reproche, mais le réflexe de dire il faut peut-être qu'au travers de la commande publique, on ait un niveau de commande publique qui permette de conserver l'écosystème des masques, parce que ma responsabilité en tant que ministère de la Santé, c'est aussi la disponibilité de tels dispositifs, y compris en temps de crise. Et donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, à redonner une impulsion auprès des ministères pour leur rappeler qu'ils sont responsables des situations de crise, et pas uniquement s'appuyer sur le ministère des Armées ou de la Défense nationale, qui souvent est sollicité,
On l'a vu pendant la crise sanitaire, par exemple, pour les capacités sanitaires. Et le général qui commande le service de santé des armées nous a bien rappelé que les capacités sanitaires des armées, c'était moins de 1% des capacités sanitaires en France. Donc c'est une certaine illusion de croire que, comme au temps de la guerre froide, on a des capacités pléthoriques pour faire de la logistique, pour faire de la santé, etc. Et donc, ma question est, selon vous, cette approche de 1959 est-elle toujours pertinente, cette approche de la défense globale, donc qui pourrait également s'appliquer pour la résilience? Ne faut-il pas ressensibiliser les ministères sur leurs responsabilités pour assurer leur fonctionnement en cas de crise? Et je me pose de manière accessoire deux questions. C'est la place des HFDS, donc les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, dans les organigrammes. Est-ce qu'ils sont bien rattachés au bon niveau compte tenu de l'importance vitale de ces enjeux? Et est-ce qu'on ne devrait pas également assurer un peu plus de mobilité des fonctionnaires, des serviteurs de l'État entre les ministères pour justement éviter les tuyaux d'orgue et faciliter les retours d'expérience et finalement la collégialité, l'interministérialité de ces sujets? Sur le ministère de la Résilience, je partage votre sentiment. Je ne pense pas que ce soit ou de la gestion de crise, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. D'abord parce que on peut espérer que ce ministre n'ait pas tout le temps des choses à faire. Et normalement c'est le cas, et j'espère que ça redeviendra le cas. Et deuxièmement, parce que sur le plan institutionnel, et pardonnez-moi de me lever au-dessus de ma condition, mais sur le plan politique, je pense que un ministre qui est en charge de l'agriculture, de l'éducation nationale, etc., doit être responsable devant vous, de A à Z, de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Si à un moment ou un autre, et notamment lorsqu'il y a les sujets crise qui se produisent, ils disent « Ah ben non, c'est pas moi, c'est monsieur ou madame machin qui est installé auprès du Premier ministre », je pense que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher sur le plan opérationnel. Ça ne me paraît pas conforme à nos institutions démocratiques qui sont que le ministre doit, le cas échéant, mettre sa tête devant vous sur le bio en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, et qu'on ne peut pas commencer à avoir un jeu de taquin pour renvoyer vers les uns ou les autres. Donc, moi, je considère là-dessus que ça doit être le cas. Et je pense en plus que ça ne peut pas être le Premier ministre, parce que si le Premier ministre commence à s'occuper que de la crise, il ne s'occupe plus du reste. Et donc, donc de l'ensemble de la coordination du gouvernement. On ne peut plus être comme au début de la Troisième République où le gouvernement était une collection de ministères avec un président du Conseil qui se contentait de présider et d'essayer d'obtenir des consensus de ses ministres sur tel ou tel point. Ça, c'était peut-être possible à une époque où c'était calme et où il y avait... enfin, en tout cas, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, ça n'est plus possible. Donc, je crois fondamentalement que chaque ministre doit être responsable de A à Z de ce qu'il fait, et qu'à un moment ou un autre, lorsqu'il doit y avoir une coordination interministérielle sur une gestion de crise, ça doit être le Premier ministre qui va prendre ça avec son directeur de cabinet, qu'il doit pouvoir s'appuyer sur une administration qui va l'aider à préparer ses arbitrages et ses décisions, et c'est les services du Premier ministre, donc le SGG, le SGAE pour les affaires européennes, le secrétaire général à la mer pour ce qui concerne les sujets maritimes, et votre serviteur pour les sujets de défense et de sécurité nationale. Mais je crois fondamentalement que c'est comme ça que ça doit se passer, et donc pas avec un portage permanent, mais le cas échéant, lorsqu'il se produit une crise, le ministre menant sous l'autorité du Premier ministre va effectivement organiser, coordonner et assumer un certain nombre de choses et mettre à disposition son administration du Premier ministre et des services du Premier ministre pour pouvoir assurer sa mission et l'exécuter totalement sur ce sujet. Ça, franchement, je suis assez clair dans ce domaine et je pense que ça fonctionnera correctement. Deuxièmement, sur la place du haut fonctionnaire de défense dans les organigrammes. En principe, le haut fonctionnaire de défense, c'est le secrétaire général du ministère.
consubstantiellement, chaque secrétaire général du ministère est haut fonctionnaire de défense. Et hier matin, je recevais l'ensemble des hauts fonctionnaires de défense pour faire un point avec eux, et donc je recevais les secrétaires généraux des ministères, qui étaient donc chargés de veiller à tout ceci et de veiller au bon fonctionnement. Après, ils ont un adjoint qui, en général, assure cette fonction de HFDS. Et là, ça va dépendre du ministre et du haut fonctionnaire, du secrétaire général aux fonctionnaires, de se choisir un adjoint qui fasse la maille. Et donc qu'on ne prenne pas quelqu'un qui soit, comment dirais-je, un peu amorti, ou à qui on donne le poste par consolation, ou parce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. Je ne viserai personne, mais ça peut exister, et ça a pu exister. Donc il y a une question de nomination et de définition des responsables dans ce domaine. Après, il faut aussi que le secrétaire, au sein du cabinet, les gens soient suffisamment mobilisés sur le sujet. Lorsque le ministère de l'Intérieur fait et participe à des exercices, y compris des exercices qui sont organisés par le GDSN, dont des exercices interministériels, le dernier c'était sur la sécurité nucléaire, le directeur de crise CIC, pour le coup, c'était le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Intérieur qui était le patron de la cellule de crise et donc qui assumait l'ensemble des responsabilités. Et à la limite, ça a toujours été comme ça et c'est plutôt logique puisque en cas de crise, c'est pas le haut fonctionnaire de défense et c'est même pas le secrétaire général du ministère qui va s'installer à la tête de la cellule de crise du ministère, c'est évidemment le ministre, son directeur de cabinet ou son directeur adjoint, mais vu l'ampleur de la chose, ce sera forcément, j'allais dire, un politique, en tout cas quelqu'un qui a la responsabilité et qui peut engager la responsabilité politique du ministre sur une décision ou sur une autre. Donc sur ce sujet-là, au-delà de l'incitation à la qualité dans les choix, je pense que le dispositif dans lequel le HFDS et le secrétaire général du ministère et travaillent en étroite liaison avec le cabinet et fait en sorte que le couple directeur de cabinet, secrétaire général puisse bien fonctionner en termes de gestion de crise, me paraît tout à fait important. Qu'il puisse y avoir de la mobilité, je crois que c'est absolument indispensable, mais il faut qu'elle commence à tous les niveaux. Parce que si vous prenez à Bercy un haut fonctionnaire de défense qui n'est pas issu de la maison Bercy, il aura peu de chances d'arriver à convaincre les grands barons de la direction du Trésor, des finances publiques, etc., de pouvoir se lancer et s'investir dans telle ou telle situation. Donc il faudra là aussi pouvoir garder quand même une certaine homogénéité de la maison. Ce qui ne veut pas dire qu'en amont, on n'ait pas eu tout le travail de mobilité que la réforme voulue par le président de la République doit amener, c'est-à-dire faire en sorte que des hauts fonctionnaires des finances ne fassent pas toute leur carrière au sein des finances, que des préfets ne fassent pas toute leur carrière à l'intérieur, que des directeurs de l'agriculture aillent faire un tour ailleurs. Moi, je verrais bien des colonels de pompiers être directeurs généraux au ministère de l'écologie, de la direction des risques naturels. Et à l'inverse, je verrais bien effectivement des écolos du MET venir faire un tour à la direction de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur, etc., etc. Et le fait même que moi, préfet, je sois aujourd'hui au SGDSN, me paraît quelque chose qui est intéressant et je l'espère enrichissant pour le service. En tout cas, j'y trouve personnellement beaucoup d'enrichissement personnel. Donc je pense effectivement que cette mobilité-là, il faut véritablement pouvoir l'encourager et pouvoir la faire progresser. Sur les sujets de rationalisation de la dépense publique, de commande publique en temps de crise, je suis d'accord avec vous. Il faut sans doute que le code des marchés publics puisse être modifié pour tenir compte soit avec des critères géographiques, soit avec des vrais ou des faux critères. Mais une des leçons que nous devons tirer, c'est notre capacité quand même à pouvoir être souverain sur un certain nombre de thèmes. Nous sommes en train de réfléchir à des clouds souverains pour ne pas dépendre des clouds américains ou chinois.
je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire dans un certain nombre d'autres domaines aussi sensibles pour notre pays. Et donc, il faut que nous puissions réfléchir à la fois à la capacité de pouvoir développer des industries dans ce domaine et le cas échéant, adapter des industries qui existent. Après tout, c'est des industries qui faisaient des caleçons et des chemises, ont produit des masques et les ont bien produits. Donc, il faut pouvoir avancer sur ce sujet. Et il faut sans doute aussi qu'en matière de réglementation et de normes, on soit un peu plus intelligent et un peu moins avec des ornières. Monsieur le secrétaire général, ça tombe bien, vous parliez des clouds souverains. Et j'avais une question, de savoir si le SGDSN a une compétence ou c'est de son domaine de s'occuper du développement d'un outil souverain et mutualisé de traitement des données hétérogènes, le fameux OTDH. Est-ce que ça vous revient ou c'est plutôt d'autres services ? Ça nous revient, alors c'est beaucoup de services. Il y a évidemment le service qui porte lui-même, enfin le ministère qui porte lui-même le système OTDH. Il y a le CNRLT qui préside le comité de programmation stratégique là-dessus. Et puis il y a nous, à la fois parce que nous avons à travers l'ANSSI et l'OSIC, et surtout l'ANSSI en l'espèce, le service qui est bouclier, donc qui connaît précisément les menaces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et par où nous sommes vulnérables. Donc nous sommes capables effectivement de fournir des éléments sur ce sujet. Et puis nous sommes en charge des crédits interministériels qui vont permettre de soutenir l'engagement qui aura été pris par un ministère sur ce sujet, et donc de pouvoir déclencher ou pas ce domaine. Donc nous sommes effectivement assez engagés sur ce sujet, et donc nous y travaillons fortement. En effet, pour pouvoir ne plus dépendre d'une société américaine bien connue qui bosse sur ce sujet. Allez, une dernière intervention de ma part pour vous faire deux retours et deux petites questions. Le premier retour, c'est que moi j'ai l'impression que l'interministérialité, finalement, ça s'obtient par une tenaille à la fois entre l'impulsion politique de fait de l'interministérialité sur les questions numériques, défense, etc. Parce que souvent, on nous dit, pour que ce soit interministériel, il faut que ce soit rattaché au Premier ministre. Et je pense que c'est une fausse solution. C'est rappeler donc l'impulsion politique. Et puis, effectivement, c'est la mobilité des fonctionnaires pour essayer de casser les tuyaux d'orgue. Et on pourrait citer, par exemple, le SNU. Enfin, c'est pas grave du tout que ça soit rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Si derrière, il y a l'impulsion politique de dire que le SNU, ça doit faire de la résilience, par exemple. Et si ceux qui le mettent en œuvre dans la sous-direction de l'Éducation nationale sont issus de différents ministères. Donc, c'était le premier retour. Et le deuxième retour, quand même, que je voulais vous faire, parce que on était allé avec certaines personnes du SGDSN visiter une installation nucléaire pour parler de sûreté. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de voir la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire. Et j'ai eu j'ai été plutôt impressionné, on va dire, par ses capacités. Et je trouve qu'en matière de résilience, ils ont compris pas mal de choses. Parce qu'une bonne partie de leurs opérateurs sont à temps partiel et travaillent par ailleurs dans les centrales. Ce qui leur permet à la fois de conserver un haut niveau technique, et puis par ailleurs de bénéficier d'un effet masse si toutefois un jour on en avait besoin, une forte intégration dans le système. Et j'ai même vu qu'ils sont parfois sollicités, alors c'est pas la règle des quatries parce que c'est une capacité civile, mais ils interviennent parfois quand, dans des situations extrêmes, type la tempête Alex ou dans la Vésubie, ils sont intervenus dans Irma également. Alors moi, les deux questions courtes que j'aimerais vous poser, c'est, en France, on a fait le choix, pour la crise sanitaire, de mesures de freinage plutôt qu'une stratégie zéro Covid. Je constate que la Chine est plutôt dans une stratégie zéro Covid. J'ai du mal à en évaluer précisément les motivations, si c'est des questions de politique intérieure, si c'est parce qu'ils évaluent que le Covid long aura des effets impactants sur le très long terme ou autre. Mais la question que je me pose au fond de moi, je ne sais pas si vous aurez la réponse, c'est: serions-nous, selon vous, capables, dans notre pays, compte tenu de l'acceptabilité sociale, compte tenu du fait qu'on est un pays continental, d'être dans une telle stratégie zéro Covid? Je me pose la question, pas tellement pour le Covid, mais si un jour nous étions confrontés à un virus beaucoup plus létal, aurions-nous, selon vous, cette capacité à être dans une stratégie de zéro contamination, avec les conséquences qu'on voit bien, notamment en termes d'isolement ou autre? Et puis, je ne peux pas terminer l'audition en vous reposant une deuxième petite question rapide concernant le service national universel. Selon vous,
La résilience est-elle une motivation importante pour pérenniser ce dispositif? Voilà, ce projet est-il selon vous essentiel, j'allais dire, à la résilience du pays ou est-ce que ça justifie selon vous de continuer sa montée en puissance? Sur le premier point, sur la stratégie zéro Covid, l'Australie a essayé de le faire, la Nouvelle-Zélande a essayé de le faire, et pourtant ce sont des îles, et pourtant ça n'a pas marché. Nous ne sommes pas une île, nous sommes complètement ouverts, quoi qu'on veuille et quoi qu'on dise, sur l'ensemble du continent européen, et de fait sur le monde entier. Pardon ? Taïwan a réussi. Taïwan a réussi, mais c'est la seule exception. Alors avec la Corée du Nord, mais enfin, dit-il. Mais même la Corée du Sud n'a pas réussi. Donc c'est effectivement la seule exception. Et c'est dû à une discipline de la part de la population et à l'acceptation de contraintes qui n'ont d'égal que celle de la Chine continentale, dans laquelle la stratégie zéro Covid est appliquée, mais on n'a pas forcément des statistiques totalement justes sur ce qui s'y est passé ou pas. La stratégie en matière de crise sanitaire, vous savez, les fameuses 3 étapes. Essayer d'éviter que ça ne vienne. 2, si ça arrive, endiguer. 3, à partir du moment où c'est là, et essayer de faire face. Et c'est les fameuses 3 étapes que nous avons appliquées, comme tous les pays du monde, avec plus ou moins de succès, plutôt moins que plus, même si nous avons moins de décédés, mais on ne peut pas se réjouir d'une comparaison de scores dans ce domaine entre États. Moi, je ne crois pas à cette stratégie zéro dans laquelle on se referme complètement. Parce que d'abord c'est un appauvrissement spirituel pour une population que de se refermer sur elle-même en considérant que tous les autres sont des dangers et que si on peut vivre chez soi avec toutes les frontières fermées, on arrivera à s'en sortir et finalement on sera heureux parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et de fait, il faut quand même bien qu'il y ait des camions qui rentrent pour approvisionner en nourriture, en carburant, et que donc les transporteurs routiers, on ne va pas les faire descendre à la frontière pour en faire remonter d'autres sur la France, parce que c'est pas comme ça que ça se passera. Et au demeurant, ça entraînera des coûts économiques, sociaux et sociétaux absolument considérables. Le type de crise tel qu'on l'a vécu, on l'a surtout surmonté parce qu'on a réussi à travailler avec l'Europe pour produire ensemble des vaccins, parce qu'on a réussi à travailler ensemble avec l'Europe pour mettre en place des politiques coordonnées de restriction de circulation, mais qui permettaient de pouvoir faire passer l'essentiel, et qu'on a réussi à travailler ensemble pour faire face à tel ou tel type de situation. Et si demain nous avons une crise cyber, on fera la même chose avec l'Europe, on y travaille. Si demain nous avons une crise alimentaire, on fera la même chose avec l'Europe et on y travaille, etc., etc. Donc moi je ne crois pas à la stratégie zéro menace à partir du moment où on fait la politique de l'autruche parce qu'on se fera avoir par derrière. Donc c'est pour moi une mauvaise solution et une solution inefficace. Le deuxième élément que je voulais, pour répondre à votre question, sur le SNU, pour l'instant, objectivement, ça n'a pas extrêmement bien marché, il faut le reconnaître. Ça n'a pas bien marché ou ça ne marche pas très bien parce que pour l'instant, on n'a justement pas cette culture de la citoyenneté et de la participation de chaque citoyen à la vie publique et à l'action publique qui est cultivée, ou en tout cas qu'on arrive à faire progresser. On a une chance dans ce pays, et je le crois profondément, c'est que nous avons quelques 500 000 élus locaux. Ça, c'est déjà une forme de citoyenneté, d'engagement et de fonctionnement au profit de la chose publique qui est une richesse absolument essentielle. Et ceux qui disent que c'est un coût, et rien qu'un coût, sont des sots. C'est une richesse.
c'est une richesse. Ça permet à notre pays de garder de la stabilité démocratique, de la stabilité sociétale, de créer de la solidarité entre les uns et les autres et d'amener, même dans une petite commune, 7 ou 9 conseillers municipaux à réfléchir ensemble à ce qu'est leur avenir. C'est une richesse fantastique. Si le SNU peut à un moment ou un autre amener des jeunes à se retrouver dans une circonstance où ils vont avoir le sentiment qu'en effet ils peuvent apporter quelque chose à la collectivité et jouer ce rôle, je pense qu'on y arrivera. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on ait ce travail de conviction, d'implication, d'amener nos concitoyens à ne pas être seulement consommateurs, mais aussi acteurs. Et ça, c'est un travail d'explication qui sera très nécessaire en amont. Je ne crois pas au retour du service national tel qu'il a existé par le passé. Mais un service national universel qui permettrait, avec du volontariat, puis ensuite un peu plus d'encouragement au volontariat, je pense que c'est une solution qui mérite d'être développée. Et donc c'est à nous aussi de pouvoir leur montrer, leur démontrer l'utilité qu'ils pourront avoir dans ce genre de circonstances. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations. Je suis sûr que nous serons, enfin que vous serez d'ailleurs, très attentifs à la lecture de nos travaux, autant que nous serons curieux de vous lire aussi en mars-avril de l'année prochaine. Merci encore. Merci.